Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les grands principes de l'aquarelle avec Elodie. Donc ceci est un extrait gratuit de la formation, c'est vraiment un tout petit bout de la formation, donc c'est l'introduction en fait. J'espère que ça va vous plaire. J'ai envie de faire gagner cette formation aussi à la première personne qui répondra à la petite question qui se glissera dans la vidéo. Attention, ça dure 1 centième de seconde, vous allez voir une question apparaître sur votre écran, il faudra faire pause, la lire et aller trouver la réponse sur le blog. La première personne qui aura répondu à la question en commentaire pourra gagner la formation aquarelle débutant d'Elodie. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors la première chose à comprendre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit de l'aquarelle, c'est-à-dire comment elle fonctionne, et même si on voulait la personnifier un petit peu, on pourrait dire comment elle pense, parce que si vous comprenez pas ça, vous risquez d'essayer d'aller contre sa nature et vous n'obtiendrez rien de bon. L'aquarelle, c'est pas un médium qu'on peut forcer à faire ce qu'on veut, il faut apprendre à faire équipe avec elle et à aller dans son sens. Il faut la brosser dans le sens du poil, ou plutôt la brosser dans le sens de l'eau, si on peut dire. Parce que la première chose hyper importante à intégrer, c'est qu'en aquarelle, le vecteur de tout, c'est l'eau. Alors ça peut paraître hyper évident, dit comme ça, mais on entend beaucoup parler de la couleur et des pigments, et pourtant c'est l'eau qui permet à la magie d'opérer. Sans eau, en aquarelle, on ne fait strictement rien et la quantité d'eau qui se trouve à la fois sur le papier, dans le pinceau et en mélange avec les pigments va déterminer quantité de choses. Là, par exemple, si je pose des pigments sur le papier, alors c'est même carrément de la peinture issue de tubes, donc il n'y a absolument pas d'eau ni sur le papier ni en mélange avec les pigments. Bien évidemment, il ne se passe strictement rien, les pigments restent très exactement à l'endroit où je les ai mis. Ils ne peuvent se mettre à bouger que si je les invite à le faire en les touchant avec un pinceau mouillé. Et là, vous voyez que dès que je touche les pigments avec un peu d'eau, ils vont fuser dans la zone qui est mouillée. Alors, si vous avez déjà fait un petit peu d'aquarelle, vous allez peut-être me dire « Mais Elodie, c'est absolument évident ce que tu nous racontes là, il n'y a rien de transcendant. » Et pourtant, c'est important de s'arrêter sur cette notion-là parce que ça implique plusieurs choses. Et la première chose, c'est que les pigments vont toujours rester sagement cantonnés dans la zone qui est mouillée. C'est leur élément. C'est là qu'ils peuvent se déplacer, qu'ils peuvent fuser, qu'ils peuvent danser, qu'ils peuvent se mélanger. Bref, ils n'iront jamais chercher à aller dans la zone qui est sèche. Jamais j'ai vu un pigment se dire « Tiens, mais moi, je vais aller faire un tour dans la zone qui est sèche à côté ». Là, vous voyez sur l'image que mes pigments bleus et mes pigments rouges restent bien sagement dans les petites mares que je leur ai créées. Pourtant, il y a pas mal d'eau qui s'accumule sur le bord en bas, mon plan de travail est incliné, mais il n'y a pas de débordement, mes pigments se trouvent très bien dans la zone qui est mouillée. Alors en aquarelle, on entend très souvent dire qu'on ne contrôle rien. Déjà, vous voyez que c'est faux parce que j'ai tout le contrôle sur l'endroit où je veux que mes pigments aillent. Et si j'ai envie de réserver certaines zones du papier et de faire que les pigments n'aillent pas dans ces zones-là, il suffit que je laisse ces zones sèches. Là, vous voyez, je suis en train de mettre de la couleur autour d'une zone que je veux garder blanche et il suffit que je laisse cette zone sèche et les pigments n'iront pas dedans. Donc ça, j'ai absolument tout le contrôle là-dessus. Et ça, en aquarelle, ça va énormément nous servir. On verra ça plus en détail dans les futures vidéos du module 1, mais gardez déjà bien en tête que c'est un de nos atouts. Ce que je ne contrôle pas totalement, en revanche, c'est le comportement exact des pigments dans la zone qui est mouillée. Je peux influencer un petit peu la direction des pigments avec mon pinceau, je peux les étaler un petit peu, mais je ne contrôle pas exactement la manière dont ils vont s'étaler et se diffuser, ni la manière dont ils vont se mélanger entre eux. En plus de ça, différents pigments vont avoir différents comportements. Certains vont avoir tendance à s'étaler très rapidement et très largement. Ils ont presque un côté volatile, même si on ne peut pas vraiment dire ça vu que c'est pas un gaz, mais moi c'est l'effet que ça me fait. Alors que d'autres pigments vont être plus lourds et vont avoir tendance à rester plutôt à l'endroit où on les a posés. Et ça, il n'y a que en expérimentant avec vos différentes couleurs que vous commencerez à remarquer les comportements des différents pigments et à les connaître un petit peu.
Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais mon rouge de Quinacridone a tendance à s'étaler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus largement que mon bleu Outre-mer. Je suis en train de faire la démonstration là, donc j'ai posé du bleu Outre-mer sur une surface qui est mouillée. Il a une certaine diffusion et là vous voyez que quand je pose le rouge de Quinacridone, il s'étale beaucoup plus vite, il se diffuse beaucoup plus largement et même il a tendance à repousser les pigments du bleu Outre-mer. Donc ça c'est vraiment une couleur qui va créer beaucoup de mouvements quand on va travailler mouillé sur mouillé. Ça peut être un avantage dans certains cas quand on recherche ce genre d'effet justement, quand on a envie de laisser l'aquarelle travailler un petit peu par elle-même et puis d'obtenir des effets un petit peu aléatoires. Dans les ciels par exemple ça peut être très très chouette, mais il y a d'autres moments où on aura besoin de contrôler un minimum la manière dont les pigments s'étalent. Et là, forcément, c'est le genre de couleur qui va être un petit peu plus difficile à contrôler. Dans ce cas-là, on aura peut-être envie d'utiliser des couleurs qui s'étalent un petit peu moins. Par exemple, là, le terre de Sienne que je suis en train de poser, je sais que c'est une couleur qui ne s'étale pas trop. Vous voyez que quand je la pose, eh ben, elle reste plus ou moins là où je l'ai posée. Donc ça peut être un avantage dans certains cas, mais encore une fois, dans d'autres cas, ça peut être problématique d'avoir une couleur comme ça qui ne se diffuse pas beaucoup quand on a envie que les couleurs bougent beaucoup et qu'on a envie d'avoir des transitions très douces entre différentes couleurs. Ben, si la couleur ne fuse pas, ça peut être un petit peu enquiquinant. Tout ça pour vous dire que ça c'est le côté un petit peu fluide et aléatoire de l'aquarelle. Alors avec la pratique, on peut quand même arriver à connaître un petit peu mieux les pigments et leur comportement et prédire un petit peu ce qui risque de se passer sur le papier, mais on n'a jamais un contrôle qui est à 100%. Et encore une fois, je vais revenir sur l'importance de l'eau, parce que la quantité d'eau à la fois sur le papier et dans le pinceau va beaucoup influencer aussi le comportement des pigments. Plus on sera sur quelque chose de dilué, donc ça veut dire plus il y aura d'eau à la fois sur le papier et dans le pinceau, et plus les pigments vont avoir tendance à s'étaler. Là par exemple j'ai créé une forme qui est très très mouillée, donc je l'ai faite rose pour qu'on voit mieux et je viens appliquer un bleu qui est relativement dilué dans la forme. Maintenant je viens créer une deuxième forme juste en dessous, donc elle est mouillée aussi, mais on va dire qu'elle est moins mouillée que celle du dessus. Disons que le papier est moins imbibé et saturé d'eau parce que je passe juste une fois avec mon pinceau quasiment, donc je viens pas rajouter beaucoup d'eau. Et je vais appliquer un bleu Outre-mer également, mais cette fois je vais prendre un bleu Outre-mer qui est crémeux, donc avec moins d'eau, il est moins dilué, et vous voyez que ma couleur s'étale beaucoup moins que au-dessus. Donc gardez bien en tête que d'apprendre à sentir et à contrôler la quantité d'eau qu'il y a à la fois sur le papier et dans votre pinceau, ça va être une clé pour apprendre à maîtriser l'aquarelle. Alors il y a des gestes pour ça et ça vient aussi à force de pratiquer. Au bout d'un moment ça devient un petit peu un feeling, mais rassurez-vous, on va y aller tranquillement et on reverra ça plus en détail dans les vidéos du module 1. Une autre implication du fait qu'en aquarelle le vecteur de tout c'est l'eau, c'est que je ne peux travailler ma couleur que quand elle est encore mouillée. Tant qu'une forme est mouillée, je peux continuer à la modifier, je peux déplacer son bord, je peux la connecter avec d'autres formes qui sont mouillées, je peux venir charger de la couleur à l'intérieur. Je peux aussi venir estomper un bord avec de l'eau claire pour créer ce qu'on appelle un bord perdu. Donc c'est ce que je suis en train de faire là sur la vidéo. Donc j'ai accéléré un petit peu cette partie-là, histoire que ça dure pas trop longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, ça aussi on verra en détail comment créer des bords perdus dans une vidéo du module 1. Et toutes ces possibilités de modifier une forme, une fois que la couleur est sèche, c'est terminé. Alors là, vous me voyez en train de sécher le lavis d'aquarelle avec un sèche-cheveux, donc c'est pour vous donner déjà ce petit truc. C'est possible de faire sécher un lavis d'aquarelle avec un sèche-cheveux, simplement mettez le sèche-cheveux sur un programme froid, sinon vous risquez de cramer quelque chose et peut-être aussi d'altérer vos couleurs, ça j'en sais trop rien, mais je sais pas si elles sont vraiment très résistantes à la chaleur.
En tout cas, le sèche-cheveux, ça peut être pratique quand on est un petit peu impatient et qu'on a envie d'avancer dans une peinture. On peut faire sécher un lavis d'aquarelle pour pouvoir revenir travailler par glacis par-dessus. Ça évite d'attendre des plombes que ça sèche naturellement. En revanche, ça stoppe un petit peu le mouvement des pigments vu que la couleur sèche rapidement. Donc c'est pas trop recommandé si on veut laisser l'aquarelle travailler par elle-même. Donc pour en revenir à ce que je disais précédemment, une fois que la couleur est sèche, c'est terminé, on ne peut plus rien modifier. Les pigments ont adhéré au papier. Là vous voyez que je reviens avec de l'eau claire sur mon lavis d'aquarelle qui a séché et je ne peux pas remettre mes pigments en mouvement pour les remélanger ou adoucir les bords. Donc ça veut dire que l'aquarelle a un côté permanent, même si c'est pas considéré comme un médium permanent, au contraire de l'acrylique ou de l'huile par exemple. Mais il n'empêche qu'une fois les pigments posés sur le papier, c'est un petit peu définitif. On ne récupérera jamais le blanc du papier, même si vous voyez que là, il y a quand même des pigments qui se remettent un petit peu en mouvement à force de frotter. Mais tout ce que ça fait, c'est plutôt de salir un petit peu la zone et de lui enlever sa fraîcheur. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que l'aquarelle a un côté impardonnable. Et ça veut dire aussi que quand on commence un lavis d'aquarelle, on joue contre la montre, comme je vous avais dit dans l'introduction. Alors, je veux surtout pas que cette idée vous stresse, c'est absolument pas le but de vous mettre la pression, mais il faut bien garder en tête que quand vous démarrez un lavis d'aquarelle, il va falloir rester actif et concentré pour pouvoir travailler ce lavis tant que la couleur est encore mouillée. Donc ce sera pas le moment d'aller chercher un truc dans un placard ou d'installer vos affaires, il faudra être prêt au moment où vous démarrez votre lavis. Alors en plus du fait que le vecteur de tout c'est l'eau, il y a une deuxième caractéristique de l'aquarelle qu'il est fondamental d'intégrer et de comprendre, c'est sa transparence. L'aquarelle est un médium transparent par nature et même si on a des couleurs en aquarelle qui sont dites opaques, on ne sera jamais sur la même opacité et sur le même pouvoir couvrant qu'avec une gouache ou une acrylique par exemple. Même les couleurs opaques conservent une certaine transparence. Les implications de ça dans la pratique, c'est que déjà, je ne peux pas couvrir une couleur foncée avec une couleur claire. Là, j'ai créé une forme jaune et une forme bleue que j'ai laissé sécher, ou plutôt que j'ai fait sécher avec mon sèche-cheveux. Et si je viens mettre du jaune par-dessus le bleu, vous voyez que je ne peux pas couvrir le bleu avec le jaune parce que le jaune est plus clair que le bleu. On voit bien évidemment l'endroit où j'ai posé le jaune, ça vient teinter la couleur bleue en dessous et créer un vert, mais je n'aurai jamais le jaune vif que j'obtiens quand je pose le jaune directement sur du blanc. Alors en revanche, je vais pouvoir couvrir le jaune avec du bleu parce que le bleu est plus foncé que le jaune. Mais si on zoome, vous voyez que même dans ce cas-là, on voit quand même l'endroit où il y a du jaune en dessous parce que le bleu est quand même transparent, donc il y a une légère modification de teinte et on voit la bordure ici. Donc ça veut dire que même si vous couvrez une couleur claire avec une couleur plus sombre, vos coups de pinceau en dessous vont rester visibles. Et ça participe aussi à ce côté impardonnable de l'aquarelle. Pour pouvoir couvrir un petit peu mieux les couches qui sont en dessous, il faut utiliser des couleurs qui sont vraiment peu diluées. Donc là, j'applique une couleur qui est un petit peu moins diluée, qui est plus crémeuse. Vous voyez qu'on voit un peu moins l'endroit où il y a du jaune en dessous, mais on voit quand même encore la bordure. Donc même avec une couleur peu diluée, on a quand même cette transparence qui joue. Donc là, pour la démonstration, je vais appliquer de la couleur issue directement d'un tube. Donc elle est absolument pas diluée, elle est vraiment très très épaisse. Et là, vous voyez qu'on arrive à couvrir enfin le jaune qui est en dessous. On ne voit plus la bordure, mais là, on travaille l'aquarelle quasiment comme on travaillerait de la peinture à l'huile, donc c'est pas vraiment le but. Le but, c'est plutôt d'apprendre comment jouer avec cette transparence et comment contourner le problème, en fait, comment aller dans le sens de l'aquarelle. Et la solution, c'est tout simplement de travailler du clair au foncé, donc de poser les couleurs claires en premier et de les laisser sécher et de faire monter les ombres par glacis au fur et à mesure en utilisant des couleurs de plus en plus sombres.
Et avant de se lancer dans une peinture, il va falloir aussi réfléchir et planifier un petit peu son travail, ça c'est très important, parce que si vous vous lancez bille en tête dans une peinture sans réfléchir aux différentes étapes, vous risquez de poser des couleurs sombres à des endroits qui sont pas forcément judicieux et vous pourrez pas rattraper le coup par la suite. Donc, si on additionne le fait qu'en aquarelle, le vecteur, c'est l'eau et qu'en plus l'aquarelle est transparente, il faut à tout prix éviter de travailler en patchwork. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez comprendre tout de suite en regardant ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai dessiné très rapidement une pomme et une poire. Et sur la version du haut, je vais faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je vais travailler en faisant un espèce de patchwork. Donc j'ai accéléré la vidéo histoire que ça dure pas trop longtemps. Et je viens poser des couleurs un petit peu comme je les vois. Là par exemple, je me dis, ok, il y a de la lumière là sur le haut de ma pomme et de ma poire. C'est plutôt jaune, donc je prends mon jaune et puis je pose du jaune là où je le vois. Puis après, je suis attirée par une autre zone. Là, vous voyez que j'ai commencé à remplir un petit peu le fond en me disant, bon, sur la droite, le fond, là, derrière la pomme, il est un petit peu magenta. Donc, j'ai mis ma couleur là. Et puis, je change à nouveau de zone. Je vais faire l'ombre qui est sur le dessous de la poire. Et ensuite, je décide de changer encore de zone. Je décide de faire l'ombre qui est sur le dessous de la pomme pour faire bonne mesure, histoire qu'il n'y ait pas de jalouse. Ensuite, je remonte, je fais un petit bout d'ombre sur le haut de la pomme avec la même couleur. Puis là, je suis en train de mixer un vert pour pouvoir faire la feuille de la poire. Parce que voilà, c'est là que j'ai envie d'aller, je ne me réfléchis pas trop. Je continue à poser mes couleurs un petit peu comme j'ai envie, comme je les vois. Là, je suis en train de mixer un gris pour pouvoir venir mettre sur le fond parce que c'est là que j'ai envie d'aller. En plus, j'essaye de faire en sorte que mes couleurs mouillées ne se touchent pas entre elles parce que j'ai un petit peu peur de l'aquarelle, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle va faire. Donc j'ai peur que si je pose deux couleurs mouillées l'une à côté de l'autre, elles vont se mélanger d'une manière que j'arrive pas à contrôler et du coup j'ose pas trop, j'ai un petit peu peur. Donc évidemment je blague, mais c'est pour imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui débute. Et là, en regardant, je pense que vous comprenez ce qui est en train de se passer. Là, quand je viens poser le orange un petit peu plus intense sur la pomme autour de la zone que j'ai faite en jaune au tout début, le jaune a déjà séché, donc les pigments jaunes ne peuvent plus être remis en mouvement. Et quand je pose le orange à côté, les pigments jaunes et les pigments orange ne peuvent pas se mélanger. Donc on ne peut pas créer cette transition douce entre les deux zones. Et ça donne un effet un petit peu puzzle ou patchwork, comme je disais au début. Donc ça fait un petit peu un effet comme la peinture par numéro. Donc à moins que vous cherchiez vraiment ce style-là, je sais pas comment on pourrait l'appeler ce style, mais enfin peut-être que vous ça va vous plaire et que vous aurez envie d'aller dans ce style-là. Mais généralement, quand on a envie de peindre de manière un petit peu réaliste, on a envie d'avoir des fondus entre les différentes zones d'ombre et les différentes zones de couleurs. Donc dans ce cas-là, il faut absolument pas faire ça. Donc je vais vous montrer juste après qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça. Mais notez déjà que là, quand je peins, je prends un petit peu mon temps. Comme je vous disais, je passe d'une zone à l'autre sans trop réfléchir. Et vous voyez que je mixe mes couleurs au fur et à mesure. J'ai rien préparé avant de commencer. Et comme je saute un petit peu d'une forme à l'autre sans trop garder un œil sur mes différentes bordures qui sont en train de sécher, ça fait que j'ai des formes et des bords qui sèchent un petit peu dans tous les sens. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle des bords durs, par opposition à des bords flous ou des bords perdus, comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Alors, les bords durs, on en a besoin dans certains cas. C'est très utile, par exemple, pour délimiter une forme. Mais à l'intérieur d'une forme, quand on veut faire des transitions entre différentes zones, on va plutôt chercher à avoir des bords doux ou des bords flous. Donc en aquarelle, il faut toujours garder un œil sur les bords qui sont en train de sécher, parce qu'une fois qu'ils sont secs, je pense que maintenant vous l'avez compris, on ne peut plus les déplacer et modifier la forme. Alors ça peut arriver quand on fait une peinture un petit peu complexe, qu'on commence plusieurs formes à la fois.
Et dans ce cas-là, il faut garder un œil sur tous les différents bords qui sont en train de sécher si on ne veut pas se retrouver avec des bords durs au mauvais endroit. Donc voilà, je suis en train de terminer cette magnifique nature morte. Et je pense que maintenant vous avez bien compris que travailler de cette manière en aquarelle, c'est pas possible et que le patchwork, c'est non. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et déjà, avant de commencer à peindre cette deuxième version de cette magnifique nature morte, je vais réfléchir aux différentes étapes par lesquelles je vais passer pour réaliser cette peinture. Alors, ma première étape, ça va être de poser les couleurs claires. Comme je vous disais, en aquarelle, on travaille du clair au foncé. Ça, je vais vous le marteler un petit peu. Et à chaque fois que je vais démarrer une forme, je vais bien réfléchir où est-ce que je vais la commencer et où est-ce que je vais l'arrêter. Comme ça, je sais jusqu'où il faut que j'aille quand je vais tirer mon bord. Et autre chose importante, sur la première couche, je vais essayer de lier le plus possible les différentes formes pour créer une unité dans l'image. Et pour bien me préparer, j'ai mixé quelques couleurs à l'avance parce que je sais qu'à partir du moment où je vais commencer à poser la couleur sur le papier, ça va aller relativement vite. Donc là, je commence sur le haut de la poire par la feuille. Donc j'utilise un vert qui est assez clair parce que ma feuille est à la lumière. Je continue en posant juste à côté du jaune parce que je suis sur la zone la plus éclairée de la poire. Et vous voyez que je viens adoucir la zone que j'ai laissée en blanc au milieu qui correspond au rayon de lumière parce que j'ai pas envie d'avoir cette espèce de forme blanche avec un bord très dur comme je peux avoir dans la version d'au-dessus. Et puis je continue à poser mes différentes couleurs les unes à côté des autres et je laisse les couleurs se fondre les unes dans les autres. Et là, je vais même lier un petit peu ma pomme avec ma poire. Je viens poser la couleur de ma pomme alors que la couleur de ma poire n'est pas totalement sèche. Pourtant, on est sur des couleurs complémentaires, donc on reverra cette notion un petit peu plus loin dans la formation. Mais en gros, le rouge et le vert mélangés, ça donne plutôt des marrons ou des gris, donc c'est pas forcément hyper heureux. Mais je m'en fiche un petit peu parce que là, on est sur les premières couches. Donc on est sur les couleurs les plus claires et je sais que sur la gauche de ma pomme, de toute manière, je vais revenir par la suite avec des couleurs plus sombres quand cette couche-là aura séché. Donc c'est pas très grave s'il y a un petit peu du vert de la poire qui vient fuser dans le rouge de ma pomme. Donc ça, c'est ce que j'appelle planifier parce que je sais que je vais revenir avec des couleurs plus sombres par la suite. Alors là, j'ai décidé de commencer une nouvelle forme. J'ai décidé de poser de la couleur sur le support sur lequel sont posés les fruits. Et j'ai décidé de le faire quand les fruits sont encore un petit peu mouillés. Et là, vous voyez qu'il y a du rouge de la pomme qui est en train de saigner un petit peu dans la couleur du support. Et c'est voulu parce que là aussi, je sais que je vais revenir avec des ombres un peu plus foncées, donc des ombres d'occlusion sous la pomme et la poire. Donc ça m'est égal qu'il y ait un petit peu de rouge de la pomme qui fuse dans la couleur du support. Au contraire, ça permet de créer un lien entre les fruits et puis le support et de faire qu'ils ne soient pas totalement déconnectés. Par contre, avant de commencer à faire le fond, j'ai décidé de faire sécher cette première couche. Pourquoi ? Parce que le fond, c'est ce qui va me permettre de détourer mes fruits et de les faire ressortir. Donc là, j'ai pas envie que la couleur du fond et que la couleur des fruits se mélangent. Du coup, je fais bien sécher cette couche-là avant de commencer à poser de la couleur sur le fond. Sachant que le fond, j'ai aussi envie de le faire en une seule fois pour créer une unité. Donc ça, tout ça, vous voyez que c'est de la planification. Je prends des décisions sur qu'est-ce que je fais en premier, quelle couche je fais sécher avant de commencer une autre et je construis mon image comme ça. Donc là, c'est parti pour le fond. Et je veux que mon fond soit plus sombre et plus bleuté sur le côté gauche parce que c'est là où il y a le plus d'ombre. Et je sais que plus je vais aller vers la droite, plus je veux qu'il soit un petit peu violet et puis magenta. Donc je commence par ma couleur bleu sombre sur le côté. Et puis au fur et à mesure que je me déplace vers la droite, je rajoute du magenta dans ma couleur.
c'est plus facile pour moi de le faire dans ce sens, déjà parce que je suis droitière, donc commencer par la gauche c'est plus simple, et puis c'est plus facile pour moi de rajouter du magenta dans du gris pour le faire devenir de plus en plus rosé, plutôt que d'assombrir mon gris au fur et à mesure, parce que pour créer du gris, il faut mélanger le bleu avec le terre de sienne, donc ça fait plus de mélange de couleurs. Du coup, là aussi, vous voyez que j'ai un raisonnement un petit peu stratégique, j'essaye de planifier et de me demander avant de commencer ma forme, qu'est-ce qui va être le plus simple quand je vais me mettre à peindre. Donc là, je remets un petit coup de sèche-cheveux pour bien faire sécher le fond avant de venir ajouter quelques détails avec des couleurs un petit peu plus sombres et foncer certaines ombres. Alors en aquarelle, on procède exactement de la même manière qu'avec d'autres techniques de dessin. Si vous connaissez un petit peu les formations de Pitt, vous devez déjà être familier avec cette notion-là. On commence par faire les grandes formes en premier, et puis plus ça va, et plus on descend dans les petits détails. On ne fait pas l'inverse parce que déjà on risque de se perdre dans les détails, de trop détailler partout et d'arriver à quelque chose qui est bancal si on ne pose pas les grandes formes en premier. Et en plus, en aquarelle, si on commence par les détails, on court le risque de se retrouver avec le cas d'au-dessus, le patchwork. Donc rappelez-vous, le patchwork, c'est non. Donc là, je suis en train de mettre quelques ombres par glacis, donc en venant ajouter des couleurs plus sombres par-dessus mes premières couches qui sont plus claires. Donc j'ai fait des ombres d'occlusion sous la pomme et sous la poire. Et puis là, je suis en train de rajouter quelques petits détails qui rendent l'ensemble un petit peu plus crédible. Alors même si je vous avoue qu'on n'est pas sur une super grande œuvre pleine de réalisme, mais j'essaie quand même de faire un truc un petit peu correct. Et là, je suis en train de mixer une couleur verte vraiment très sombre pour venir faire le vert le plus sombre qui se trouve sur le côté non éclairé de la poire. Et vous voyez que j'ai décidé de prendre garde que le support là en dessous soit vraiment bien sec, parce que là pour le coup, maintenant que je suis en train de bien redéfinir les formes, j'ai pas envie que le vert foncé de la poire aille saigner dans la couleur du support. Donc je pose mon vert foncé et puis j'utilise un pinceau humide pour venir adoucir le bord, ce qui fait que ma couleur vert foncé se fond dans les couches plus claires que j'ai posées tout au début. Donc ne vous inquiétez pas, on reviendra aussi en détail sur cette technique dans les vidéos suivantes. Et vous voyez que j'ai procédé exactement de la même manière pour faire l'ombre un peu plus foncée sur le côté en bas à gauche de la pomme. Et là, je suis en train de finaliser la peinture en ajoutant juste quelques petites ombres sur les petits pédoncules. Voilà, donc en aquarelle, pour résumer, on travaille du clair au foncé, on commence par les grandes formes pour descendre progressivement dans les détails. On essaye de lier les formes au maximum sur les premières couches pour créer une unité dans l'image et on planifie le travail avant de se mettre à peindre, histoire de se faciliter la vie et de ne pas se retrouver dans une impasse. Voilà, j'espère que cet extrait de la formation Aquarelle débutant vous a plu. Si vous avez trouvé la réponse à la question, n'hésitez pas à la glisser rapidement en commentaire car le premier ou la première gagnera la formation. Je vous conseille donc de vous inscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié immédiatement quand je sors une vidéo et ça vous permettra de gagner, d'être le premier ou la première à gagner la formation. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.